On a d'abord parlé de la peur chez l'enfant. On a vu qu'il y avait une conséquence logique, qui était logique pour les autres, mais pas forcément pour nous, qui était que dans une idéologie de la souffrance, il fallait chercher les traumas. On a vu que l'enfance, c'était le royaume des peurs, et que c'était, on va dire, sans être dans une vision binaire qui dit il n'y a que les gamins qui ont peur, les adultes ne l'ont pas, en tout cas que c'est un terreau favorable à leur expansion. Donc on a vu, avant de rentrer dans des conseils concrets, que la première chose était de changer ce terreau-là et de travailler sur un terreau d'adultes. On a évoqué dans un point 1, dans un 1.1 ou un 1.2, je ne sais plus, la difficulté du passage à l'âge adulte. On a évoqué que ça se faisait en général avec des accélérateurs de croissance. Être forcé à le devenir pour s'individuer, assouplir les règles, transplanter une personnalité, etc. On a rappelé que le monde sans peur est le monde avec un faible niveau de peur, un faible niveau de stress, un faible niveau de risque, est une idéologie très récente, très contemporaine. J'ai exemple de l'agression, exemple de la commode avec le tiroir secret. On a rappelé que la peur, en dépit de ce que l'on voudrait l'annihiler et de ce qu'on l'on voudrait ne plus jamais en entendre parler, paradoxalement présentait pour nous, pas des bénéfices, pas des avantages, mais on se sentait plus vivant. C'est ce qu'on a appelé la partie « la peur, un supplément de vie ». Un être vivant, on joue à se faire peur. Les enfants et les ados jouent à se faire peur, prestige du film d'horreur devant lequel on n'a pas peur, expérience de NDE, Near Death Experience, qui disent tous qu'on ne se sent jamais aussi vivant que dans les instants précédant la fin. On a ensuite vu que la peur est ce petit être vivant qui ne répond pas aux règles de la logique, parce qu'on peut savoir qu'elle va disparaître, savoir qu'elle est erronée, savoir qu'elle est anticipatoire, savoir qu'elle est simplement de passage, elle est pourtant réelle. On a vu enfin deux techniques, une bonne et une mauvaise, plutôt une mauvaise d'abord et une bonne ensuite pour commencer à s'en détacher. La très mauvaise, c'est pas moi qui l'invente, je ne l'ai vu pratiquer que par des filles, qui consiste en gros à faire semblant, c'est-à-dire ma porte ne ferme plus. Pour ne pas m'inquiéter d'un cambriolage, je fais semblant qu'elle ferme quand même et je l'ouvre avec un badge, alors qu'il suffit de la pousser. Et on a vu que autant il était presque illusoire de dire à quelqu'un qui a une phobie de s'y confronter, donc c'est pour ça que je ne crois pas qu'un grand timide doive aller aborder des filles dans la rue, je ne crois pas qu'un phobique des araignées doive s'approcher d'araignées, je ne crois pas qu'un phobique de l'eau ou puissent simplement être baignés comme ça dans l'eau tous les jours et que ça va passer. Je ne crois pas à l'accoutumance progressive avec la peur en direct. Si vous avez une phobie des serpents, j'ai beau vous l'approcher tout doucement, le serpent, même avec lenteur, même avec douceur, je crains que la phobie ne disparaisse pas. En revanche, on a vu qu'on pouvait s'entraîner à s'accoutumer à une sensation qui est très proche de la peur, qui est la sensation du désespoir de l'échec. C'est-à-dire être dans une quête, être dans une recherche, et ça ne vient pas, et on commence à désespérer, et on ressent physiquement, puisque là on va aborder une partie qui va être sur le physique, on ressent un peu physiquement des sensations qui s'apparentent un peu au désespoir et qui sont très proches de la peur. J'ai évoqué la recherche d'un emploi, la recherche d'un stage, la recherche d'un appartement, ce sentiment, ce moment où on commence à se dire « putain, et si je trouvais pas ? Et si j'avais mal choisi ? Et si je trouvais pas ? Et si ?» Et là, on commence à avoir des limitations de mobilité, des gènes, un souffle plus court, un rapport au physique différent qui s'approche très fort de ce qu'on ressent quand on a peur. Et 2-3 petites anecdotes. Voilà pour ce qu'on s'est dit ce matin. C'est clair pour tout le monde ? Alors, les manifestations physiques.
Le jeu, puisque là, il n'y a plus tellement de concepts, on est dans du pratique. Cet après-midi, en tout cas, le jeu va consister à décider à partir de maintenant que la peur n'est plus une sensation vague et globale, non localisée, mais qu'elle va avoir des marqueurs. On a tous, quand on a la trouille, on a tous les mêmes manifestations physiologiques. En termes de priorité, quel serait votre marqueur à vous ? On a tous le rythme cardiaque un peu plus rapide, on a tous un peu chaud, on a tous... voilà. Mais si vous deviez en noter un, est-ce que ça se loge dans quoi ? Est-ce que c'est... Je vous donne des exemples. Est-ce que ça peut être une sensation que... Ça peut être par exemple que l'ouïe baisse. C'est-à-dire que tout à coup, vous êtes moins à l'écoute et votre embrayage, l'embrayage CF, programme timidité, il vous met que à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et vous n'êtes plus plugué. Est-ce que c'est la transpiration ? Est-ce que vous avez mal à la tête ? Est-ce que vous faites craquer les doigts, comme Marc ? Est-ce que vous vous mettez à vous balancer, à avoir un geste genre vous touillez votre verre, ou vous balancez d'un pied sur l'autre ? Est-ce que vous avez des raideurs au niveau du cou ? Est-ce que vous avez mal au ventre ? Est-ce que vous avez mal au dos ? Est-ce que vous avez chaud ? Est-ce que vous avez froid ? Il est très important de la personnifier et de la rendre physique, cette fichue peur. Il faut qu'on dise... Oui, c'est une question. Oui. En général, quand la phrase commence par « est-ce que », c'est plutôt une question. Ok. Moi, c'est le ventre. C'est quoi le ventre ? Ça veut rien dire le ventre. C'est-à-dire que ça gargouille et après... on va en rester là, mais voilà. En gros, c'est vraiment... voilà. Mais aussi les... Ne faites pas peur à Andy, s'il vous plaît. Les fenêtres sont fermées. Non, mais il faut vraiment... moi, je me rappelle un de mes stages qui était infernal, il n'y a pas d'autre mot. Mais ça... Dans la société Tréf ? Voilà, exactement. C'était vraiment... Je sentais par le ventre que... ça allait pas, et il fallait que j'attendais, je regardais les jours pour ça va pas quoi. Je regardais les jours avant la fin de mon stage et ça je pense que ça a été vraiment d'une violence inouïe quoi. Enfin, voilà. C'est drôle parce que F normalement c'est la douceur, c'est l'empathie, Non, mensonge. C'est la mère, c'est la maternité, ça peut pas être méchant des F qui travaillent ensemble. Tu le sais. Non, je ne sais pas. Alors moi également c'est le ventre mais peut-être le diaphragme. Non, c'est quoi le ventre ? Entre là et là c'est quoi ? Je sais pas, je sens qu'il y a... Oui, tant que vous ne savez pas, réfléchissez. Je pense que c'est le diaphragme et j'ai un sentiment de vide en moi peut-être. Et donc ça gargouille pas mais c'est une sensation de vide. Je sais pas. Après c'est rien. On vit avec quelque chose depuis la naissance, il est bon un moment de se demander comment ça se manifeste physiquement. Étienne ? Alors en cas de grosse trouille, c'est les jambes qui commencent à flageoler, à devenir toutes molles. Comme si je pouvais plus m'enfuir, plus rien quoi. Mais là je parle vraiment de cas genre il y a vraiment danger physique quoi. C'est les jambes qui sont comme si j'étais pétrifié sur place et que mes jambes me portaient plus. Ça c'est F ça. Vous voyez déjà derrière une terminologie commune le nombre de sensations physiques, à part les deux frères siamois là du fond, toutes les réponses ont été différentes pour l'instant. Donc pour moi ça serait deux manifestations, je dirais, le diaphragme et la température. Enfin, j'ai l'impression d'avoir... Le diaphragme c'est comme ça, c'est comme si quelqu'un vous enserrez en latéral en fait. C'est pas ça. C'est vraiment comme si quelqu'un t'empêchait de t'épandre. Si ça correspond bien. Et en même temps la température, j'ai l'impression d'avoir super chaud quoi. Ouais, comme moi. Ouais. Ok, la zone que vous avez tous décrite de façon différente avec un ou deux points communs, quand elle est soumise à l'attaque
des forces ennemies, de la peur. Comment est-ce que vous la qualifieriez? Comment est-ce qu'elle s'en sort? Est-ce qu'elle est vaincue? Est-ce qu'elle se débat? Est-ce qu'il y a lutte mais qu'elle perd systématiquement? Est-ce que vous perdez le radar? C'est que vous faites cœur, et il répond plus. Est-ce qu'elle vous trahit? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle passe dans le camp ennemi? Essayez d'entrer en vous dans une couche de détails encore peut-être plus peut-être plus de l'ordre de la visualisation, et la zone que vous avez chacun nommée, donc cœur, ventre et ventre, etc. Voilà. Par groupe, là, les têtes, les cœurs, etc. Comment se comporte cette zone quand elle est soumise à la tension, à la pression? Imaginez l'objet de votre peur, que ce soit une fille qui vous plaît, que ce soit une mygale, une souris, un rat, un adversaire. Elle nous envoie des douleurs. Non, la douleur est la conséquence. D'accord. Puisque l'ennemi l'attaque. Comme disait la publicité Tony Gentil, c'est là que les bactéries attaquent. Je dirais qu'elle vous absorbe. Symboliquement. Elle vous absorbe votre énergie. Non, ça c'est une conséquence. C'est vrai que quand tu as peur, tu n'as pas une énergie de folie, mais c'est une conséquence. Devenez un peu militaire. Imaginez que vous êtes un empire. Et imaginez que chacun de vos membres soit un corps d'armée. L'armée des pieds, l'armée des bras, l'armée des épaules, l'armée des organes vitaux, etc. L'ennemi décide systématiquement, l'ennemi c'est la peur, décide systématiquement d'attaquer à cet endroit-là. Ça c'est l'analogie que je vous demande de faire. Et F y arriverait beaucoup mieux. Donc vous avez encore du H, c'est sauvable. Symboliquement, qu'est-ce qui se passe? Que fait votre corps d'armée? Tête, cœur, jambes, sphincter. Il commence à se prendre quelque part. Voilà. En anglais, surrender. Et est-ce que se rendre avant d'avoir livré bataille, c'est F ou H? Imaginez maintenant que le chef des armées, donc ça, dise au corps d'armée qui depuis des années systématiquement se casse, je réutilise votre jargon, fuit. T'as dit fuir. Toi t'as dit geler. Et toi t'as dit quoi? Brûler. Donc imaginez que le corps d'armée de la plaine des Ardennes, là, imaginez que l'envahisseur passe toujours par là, depuis 30 ans, et que systématiquement, depuis 30 ans, le même corps d'armée, avec les mêmes gus qui ont juste un peu vieilli, fuit, gèle ou fout le feu. Qu'est-ce que vous diriez, en tant que Napoléon, à ce corps d'armée-là? Vous ne pouvez pas le changer, hein, vous ne pouvez pas mettre vos bras à la place de vos jambes, c'est difficile. On ne peut pas les exécuter. Non. Il faut lui résister. Non, tu dirais pas ça comme ça. Stop. C'est ça. Premièrement, vous diriez, c'est moi qui commande. On est d'accord ou pas? 1, c'est moi qui commande. 2, je ne vous demande pas de gagner systématiquement, mais le premier qui se rend, il est fusillé. Ah bah, l'armée, c'est ça. Hein. Vous désertez, ou vous vous rendez, ou vous trahissez, normalement vous êtes fusillé. Enfin, en tout cas,
Dans l'inconscient collectif, c'est comme ça que ça se passe. Il y a peut-être des, il y a peut-être des cas particuliers, mais donc 1, c'est moi qui commande, c'est pas vous. 2, vous ne partez pas dans le camp de l'ennemi, vous ne fuyez pas, vous résistez. C'est-à-dire vous ne m'abandonnez pas. Si on décompose, comme on l'a fait dans le programme Timidité, mais d'une autre façon, si on décompose la peur en racines et en branches, elle est composée en partie de l'énervement de se faire abandonner par soi-même. On est d'accord ou pas ? On est énervé de la propre perte de contrôle d'un de ses corps d'armée, qui semblait, avant que la peur n'arrive, qui ne faisait pas parler de lui, qui était complètement aligné, rangé dans le rang. Sauf que systématiquement, c'est par là qu'on se fait attaquer, et systématiquement, il fuit, il fout le feu, ou il freeze, et il ne bouge plus. On se sent, quand on a peur, on se sent immédiatement, comme conséquence directe, abandonné par un des organes qui sont censés à la fois nous constituer et nous défendre. On ne peut pas le changer, on ne peut pas le remplacer. Par contre, on est en droit de dire une chose. On est en droit de dire non, on est en droit de s'énerver, et on est en droit de savoir qui commande. La hiérarchie horizontale, ça ne marche qu'un temps. Les organisations sans chef. Ça ne marche qu'un temps. Jamais aucun empire n'a conquis quoi que ce soit sans chef. Il n'y a que les Belges là, qui n'ont pas eu de chef pendant 2-3 ans, ils ont survécu, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Aucune société, aucun empire, aucun règne ne s'est fait sans verticalité, sans hiérarchie et sans chef. Donc le premier exercice, ça va être que vous savez où est la faille. Vous êtes un ensemble de corps armés. Vous savez toujours où attaque l'ennemi. Toi, c'est toujours à la tête. Moi, c'est toujours là. Toi, c'est toujours au cœur. Toi, c'est toujours aux jambes. Toi, c'est toujours, etc. Vous savez où il va attaquer. Vous savez que parfois il va gagner, mais pas toujours. Le premier truc, c'est reprenez en main votre masculinité et votre droit à dire « Non, tu ne m'abandonnes pas. C'est moi qui commande. » C'est comme la méditation. On essaie de méditer, 3 minutes après, ou même 30 secondes après, on a l'esprit qui part. La seule réponse, parce que moi j'avais ce problème tout le temps, j'ai du mal je ne suis pas fondamentalement monotache, et au contraire, quand je travaille, je suis en dynamique sur plusieurs tâches pour conserver l'impulsion. J'ai du mal à être monotache séquentiel. Je suis multitâche séquentiel. Et donc forcément, c'est utile pour certaines choses, comme par exemple superposer de l'actualité et des concepts. Donc je peux avoir mon fil de... Quand je prépare mes séminaires, j'ai mon fichier page ou Word d'un côté, et j'ai l'actu de l'autre. On a l'impression que je glande, mais c'est congénitalement, physiologiquement, très facile pour moi de sauter des news de Europe 1, Le Monde, patati patata, au contenu des séminaires. C'est facile pour moi. Donc je ne suis pas séquentiel monotâche, je suis plutôt multitâche tout en même temps. Néanmoins, là, l'exercice, ça va être un peu comme en méditation où il faut parfois ramener son esprit qui s'est barré ailleurs en disant « Oh, c'est moi qui commande, tu restes là ». Là, c'est « mon diaphragme, c'est moi qui commande. Tu ne m'abandonnes pas. On va peut-être avoir peur à la fin, ok, mais tu ne te barres pas immédiatement en passant en mode « freeze ». C'est un acte symbolique de refus. Votre premier réflexe dorénavant, c'est j'ai un peu peur, je veux mes armées avec moi toutes.
pas 9 avec moi et une qui s'est barrée ou qui répond plus. Je les veux toutes. C'est simple à comprendre, enfin, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est dur à faire. Et c'est le premier réflexe, il n'y en a pas d'autre. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre. On ne rationalise pas, on n'essaie pas de se rassurer, on n'essaie pas de se dire c'est une fausse peur parce que anticipatoire, parce qu'elle va disparaître dès que j'y serai, ou rationnellement j'ai pas de raison d'avoir peur, ou il ne peut rien m'arriver, ou non, ça ne marche pas ça. Une fois qu'on a dit toi tu restes là, fuck, tu bouges pas, on vérifie qu'il est resté là. Ça se fait par le toucher ou la respiration. Il est pas du tout inhumain ou étrange, discrètement, de se connecter à la zone dont on sait qu'elle va foutre le camp. Que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, même de faire ça si c'est la tête. Bon, écoute. Je veux dire, là, vous savez que je l'ai fait exprès, donc ça paraît bizarre. Vous ne le sauriez pas, ça ne vous aurait pas choqué. Donc, on a perdu un... Voilà, ça y est, il a déserté. Le corps armé a déserté.